Et je renvoie à des conversations que j'avais avec Feu Labé Diamacoune quand j'entrais dans sa chambre, où il y avait un décor qui m'impressionnait parce qu'il y avait énormément de perles sur les murs, il y avait des dessins, il y avait des objets d'art. Et j'étais attirée et fascinée par ces objets qui décoraient sa chambre et aussi les colliers qu'il portait. Et je lui disais, mais l'abbé, d'où ça venait? Il me disait, c'est les femmes stériles qui cherchaient à avoir des enfants, qui lui demandaient de prier pour elles. Et je lui disais, je lui rétorquais, mais l'abbé, pensez-vous que ces femmes qui demandent la bénédiction de Dieu pour donner la vie, est-ce que ces femmes-là vont en ôter à des innocents? Donc il faut arrêter cette guerre. Et il me répondait invariablement, la célèbre phrase que tous les Sénégalais connaissent, oui, nous voulons la paix, mais dans la vérité et la justice. Ce qu'il a manqué, à mon avis, à ces autorités morales qui devraient s'adresser aux hommes politiques, mais aux hommes du pouvoir, c'est de chercher la paix. Il ne s'agissait pas simplement à chaque fois d'appeler à la paix, mais d'appeler à la paix dans la vérité et la justice. Ça veut dire avoir le courage de désigner à chaque fois qu'il y a des fautifs ou des gens qui ont tort, de leur dire les yeux dans les yeux qu'ils ont tort, mais pas les yeux dans les yeux, de le dire aussi face aux Sénégalais. Et c'est ce que faisait Mme Abdou. Les Sénégalais l'entendaient quand ils pensaient que la situation était désespérée. Feu Abdou Aziz Dabar n'hésitait pas à dire son point de vue et il était entendu. Ces autorités morales, comme vous les appelez, ont échoué dans le rôle de régulateur? Je ne sais pas s'ils ont échoué, mais pour le moment, ils n'ont pas atteint, j'espère qu'ils ne vont pas échouer, ils n'ont pas atteint l'objectif, en tout cas, qu'on attendait. Dans le rôle de régulateur, oui, c'est la fonction sociale que la société leur a donnée. Quand vous allez dans chaque collectivité, dans chaque communauté, comme je dis, ça peut être des autorités traditionnelles comme ça peut être des autorités religieuses. Et ce que les Sénégalais n'ont pas été à la hauteur, ces autorités, qu'elles soient morales ou religieuses ou ailleurs, n'ont pas encore été à la hauteur de l'attente et de l'espérance des Sénégalais. Mais j'espère que ce n'est pas trop tard, parce que tout n'est pas encore dit. Maintenant, que répondez-vous à ceux qui disent que le droit a été dit, il faut maintenant passer à autre chose? Est-ce trop faire dans le simplisme? Je crois que ce serait trop faire dans le simplisme. Vous savez, je pense que, je l'ai rappelé il y a quelques mois lors d'une émission sur Dîner avec Diamono, il y a 3 ans, j'étais sur ces mêmes plateaux, dans cette même salle, et c'est là où j'ai invoqué les possibilités que les acteurs politiques puissent aller négocier avec le chef de l'État sa sortie. Et quand je le disais, je dis, ma pensée, c'est pour toute l'histoire du Sénégal. Et je le rappelle quand je disais que Senghor est parti la tête haute, Diouf n'a pas démérité. Et pour le pédigré de notre société, de notre histoire et de notre culture, nous avions besoin que le chef de l'État actuel s'en sorte aussi la tête haute. À mon avis, ce n'est pas simplement pour lui, ce n'est pas pour les acteurs politiques, mais c'est pour notre histoire, c'est-à-dire pour nos enfants à venir demain, pour qu'ils puissent avoir des références morales et qu'on continue à dire ce Sénégal-là, dans cet îlot de l'Afrique, en tout cas le symbole, ce qu'il a symbolisé jusqu'ici, que cela continue et cela se perpétue. Et c'était appeler les gens à anticiper, parce que je pense que le travail des politiques et le travail de tous les analystes, c'est d'avoir le sens de la prospective. Il me semble donc que depuis 3 ans qu'on en parlait, cette question-là pouvait être appréhendée autrement. Cela n'a pas été fait. Il s'agit maintenant, face à la situation et le contexte actuel, de prendre toute la mesure de la situation et de la gravité, parce que la situation est extrêmement grave, pour qu'on puisse, en tout cas, avec le sens de la responsabilité et le sens de l'histoire, pouvoir nous en sortir. Mais pour nous en sortir, comme je dis, je renvoie à la phrase de Diamacoune, il faut chercher la paix, mais dans la vérité et dans la justice. Les politiques, eux aussi, ont échoué. En fait, je ne pense pas... le processus de l'histoire, on ne peut pas parler d'échec, parce que l'échec, ce serait la déstructuration de notre société et de notre nation. Je pense qu'on est dans des processus qui ne sont pas des processus achevés de démocratisation, qui va avoir des soubresauts, des avancées et des reculs. Et il y a des moments où on assiste à des reculs. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a l'impression que le Sénégal est dans un recul parce que le président Abdoulaye Wade, qui dans les années 80 et 90, c'est ça le paradoxe, a été le principal artisan, en tout cas un des principaux artisans du processus de l'avancée de la démocratie dans notre pays. Mais curieusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on piétine,
mais dans l'analyse, nous pouvons donner des explications. Et là, vous me permettrez de renvoyer à Karl Marx, même si plus personne ne se veut marxiste dans ce pays ou ailleurs, n'empêche que sa pensée demeure profondément actuelle. Et c'est une politologue québécoise qui s'appelle Diane Lamoureux qui disait que c'est vrai que la pensée marxiste n'est qu'une province de la pensée occidentale, mais combien féconde. Et je pense qu'elle continuera à nourrir nos pensées, nos analyses en termes de grille. Parce que c'est Karl Marx qui disait que toute l'histoire de l'humanité tourne autour du contrôle de la production, entendons la richesse. Et évidemment, pourquoi les hommes politiques se battent-ils aujourd'hui? Est-ce réellement pour un projet de société auquel tout le monde se retrouve, ou est-ce simplement pour le contrôle des moyens et des recherches et des ressources de ce pays? À votre avis? C'est des questions qu'il faut se poser. Nous allons les décortiquer et nous allons y arriver. Mais donc, quand il disait cela, mais en même temps, Marx nous disait, une fois les gens arrivés au pouvoir, ils ne cherchent plus à progresser, mais ils vont chercher à se maintenir au pouvoir. Et c'est ce paradoxe-là, quand j'analyse la question du président Abdoulaye Wade, qui a été un des principaux artisans de l'évolution démocratique qu'on a connue ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, d'avoir l'impression aujourd'hui que ce pourquoi il s'est battu, ce projet de société vers lequel il aspirait et qu'il a entraîné une bonne partie des Sénégalais par rapport à cet objectif-là, aujourd'hui, légitimement, les Sénégalais peuvent prendre un recul et s'interroger par rapport à ce qu'il leur avait promis et là où ils voulaient aller, c'est-à-dire une démocratisation totale. Oui, êtes-vous en train de nous dire que le président Wade a une grande part de responsabilité à assumer dans cette situation? Mais profondément, puisque c'est lui, d'abord le premier des Sénégalais aujourd'hui. Il a une part de responsabilité, même s'il n'est pas... Ce ne sera pas le seul à assumer cette responsabilité. Indéniablement, on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. C'est l'ensemble des acteurs politiques. Je viens de vous dire qu'il y a 3 ans, dans une approche prospective, nous avions proposé qu'il y ait ces négociations pour voir comment organiser le retrait. Parce qu'en réalité, peut-être qu'il se sent dans un droit. Parce que la question aujourd'hui, dans la démocratie, dans nos États, ce n'est pas seulement une question de comptage de voix. De dire qu'au niveau des urnes, je suis sorti avec 51 ou avec 53% de la population. C'est là où je crois on a faussé toute l'approche qu'on a par rapport à la réalité de nos sociocultures et des espaces dans lesquels nous sommes en train d'évoluer. Si une bonne majorité, parce que c'est 50 plus 1 ou 51, 49% des populations qui ne sont pas d'accord avec vous, vous ne pouvez pas gouverner. Donc, l'histoire de nos cultures, c'est aussi des histoires de consensus et de consensus politique. Et il m'a semblé que quand on restera dans cette logique frontale de règles dites juridiques, en oubliant que le droit n'est que le produit des hommes à un moment donné. C'est des hommes qui l'ont fait. Ce n'est comme on dit ni la Bible ni le Coran, ce n'est pas la parole divine. C'est là où on a parfois cette difficulté pour un certain nombre d'acteurs, ou en tout cas qu'ils soient politiques ou pas, de se cramponner à des méthodes et en tout cas à des approches qui en fait parfois sont en parfaite contradiction avec ce qui se passe au niveau de la société et de la culture. Aujourd'hui, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin d'aller à l'avant, mais pour le faire, faudrait-il qu'on trouve ce consensus-là qui aidera notre pays, en tout cas tous les acteurs, à trouver ce qu'il y a de mieux, pas simplement pour les hommes politiques, mais ce qu'il y a de mieux pour la société. Et c'est là toute la question avec nos acteurs politiques. Pour qui ils se battent? Est-ce pour pouvoir simplement être au devant de la scène, ou est-ce qu'ils sont là par rapport à la population et par rapport aux aspirations, ambitions légitimes de ceux qui sont à la base? Nous allons continuer de situer les responsabilités. Après les autorités morales, les hommes, les religieux et autres, et après les hommes politiques, quelle est la part de responsabilité de la société civile que vous incarnez? Je n'incarne pas la société civile. Je ne me suis jamais définie comme la société civile. Je me définis comme chercheur et sociologue critique. C'est ça mon métier. Voilà, donc c'est très facile à chaque fois qu'un citoyen s'exprime. Je suis une citoyenne sénégalaise, je le dis parce que je travaille beaucoup sur ce point, c'est mon objet de recherche, la société civile. Donc cette société civile-là, elle a fait son travail à mon avis, parce que reprenons simplement l'histoire
des mouvements sociaux au niveau du Sénégal. Ce qui est arrivé avec l'avènement du M23 ou l'avènement de Y en a marre, c'est aussi une étape dans l'évolution de nos organisations sociales. Parce que dans l'ouvrage que sur lequel j'ai travaillé, souvent, moi, je fais la distinction entre les ONG et entre ce que j'appelle la société civile. Pour moi, toutes les organisations qui travaillent sur le développement ne sont pas forcément une société civile. C'est parce qu'on a ce rôle de pression par rapport à l'exercice du pouvoir et qu'on sert de tampon avec la population, c'est en ce moment-là que cette société civile assume sa mission. Il me semble que ce qui s'est passé, c'est une des étapes du processus de maturation et c'était très bien. C'était très bien, sauf qu'effectivement, il faut éviter qu'il y ait certains pots cassés, comme cette forme de violence qu'il faut, à mon avis, dénoncer, en tout cas qu'il faut réussir, en tout cas, à juguler. Mais cette société civile a fait son travail. Mais il ne faut pas demander à la société civile plus que ce qu'elle n'est capable d'assumer. La société civile joue ce rôle d'objecteur de conscience, joue ce rôle de pression par rapport au pouvoir en ayant conscience de l'intérêt de la base et de la masse. À mon avis, c'est ce que ces organisations-là ont fait, mais on ne peut pas leur demander plus que leur responsabilité. Parce que nous avons l'organisation de la société civile, mais nous avons les sociétés politiques. C'est aux sociétés politiques de prendre leurs responsabilités et c'est d'ailleurs pourquoi c'est quand même regrettable ce qui vient de se passer. Même si Alioune Tine est le coordinateur du M23, le projet pour lequel il se bat, en réalité, c'est la question de la citoyenneté, mais en même temps, les plus grands bénéficiaires, c'est aussi les acteurs politiques qui ont la prétention de diriger ce pays demain. Et ce serait injuste que Alioune Tine soit le seul à assumer la responsabilité d'un mouvement qui à la fois intègre, y compris des acteurs de la société civile, que des acteurs politiques. Parce qu'il aura porté un combat politique aussi. Non, je dis que ce mouvement-là, à la fois, regroupe des acteurs politiques et des acteurs de la société civile. Et ce ne serait pas juste que Alioune Tine porte le chapeau d'une histoire qui est une histoire collective. Il ne doit pas être le seul à payer les pots. Non, le problème, ce n'est même pas qu'il ne doit pas être à payer le seul. Est-ce qu'il doit payer? Le problème, ce n'est pas de savoir s'il est seul ou pas. Parce qu'il était à l'avant-garde de ce combat. Mais ce n'est pas parce qu'il est à l'avant-garde d'un combat qu'il a la responsabilité. Parce que tout le monde sait que quand il y a des mouvements, il y a des dérapages. Je ne suis pas ici en mesure de savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Donc, j'essaie de savoir raison garder. Je ne juge pas. Je ne sais pas pourquoi il est interpellé. Mais je dis, si c'est par rapport à ce qui vient de se passer, à ces troubles, tout le monde sait que quand il y a des troubles, quand il y a des manifestations, il peut y avoir des dérapages. Et à partir de ce moment-là, il faut arrêter à la juste mesure et savoir effectivement où sont les responsabilités des uns et des autres. Je crois qu'on est dans un pays où la police est suffisamment structurée pour être capable de mettre le doigt sur les fautifs, si faute il y a quelque part. Donc, pensez-vous que le M23 doit poursuivre le combat contre la candidature de Wade? Le M23, ça c'est la position du M23. Je ne sais pas, je ne vais pas répondre moi à la place du M23. C'était ça le projet du M23. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation dans la société de ceux-là qui sont d'accord pour la candidature de Wade et ceux qui pensent que Wade ne doit plus être un candidat. Et certains ont pensé que nous avions des institutions suffisamment solides, suffisamment indépendantes pour leur faire confiance. Deux positions sont possibles. Soit on dit qu'on reste républicain jusqu'au bout, et à partir de ce moment, on fait confiance aux institutions que nous avons, à qui nous confions la responsabilité de faire ce travail. Mais le deuxième élément aussi, c'est de dire, quand il y a un état de déliquescence, où les institutions, c'est parce qu'elles ont aussi la confiance. Parce que la confiance de la majorité, ce n'est pas simplement la confiance de ceux qui gouvernent. C'est-à-dire que les institutions ne sont pas là pour ceux qui gouvernent, les institutions sont là pour l'ensemble de la nation et doivent continuer à mériter de la confiance de cette nation. Aujourd'hui, le problème auquel nous sommes en train d'assister, c'est qu'il y a un problème, une partie de la population qui ne fait plus confiance à ces institutions-là. Et là, c'est grave pour un État. Parce que nous devons distinguer les institutions de ceux-là qui sont dans les institutions. Pour ma part, je pense qu'il faut qu'on continue à être républicain et qu'on croit à nos institutions. Parce que les gens qui sont dans ces institutions-là vont passer. Et c'est le lieu maintenant de dire, vont passer, maintenant c'est le lieu de dire que oui, il nous faudra refonder cette société-là, il nous faudra refonder cet État-là. C'est pourquoi moi je fais partie de ceux qui étaient d'accord quand les hommes politiques ont proposé une transition de 3 ans. Ben non.
C'était Benno. Oui. Et pourquoi? Parce que je me disais qu'il nous faudrait nous arrêter pour avoir un consensus fort sur les institutions de ce pays, sur les règles et les modes de fonctionnement, sur lesquels tout le monde serait d'accord, quel que soit cela qui viendrait après, et seulement après, organiser des élections en toute transparence. Pourquoi je le dis? J'ai enseigné pendant 6 ans à l'université de Namur en Belgique. Et tout le monde sait que la Belgique est restée presque pendant 1 an sans avoir de gouvernement. Pourquoi cela a-t-il été possible? Parce qu'il y a des fondamentaux sur lesquels personne ne peut revenir. C'est un consensus en Belgique, quel que soit le parti qui vienne, qu'il soit de droite, qu'il soit libéral ou socialiste, il y a des fondamentaux sur lesquels tout le monde est d'accord. Imaginez un pays sans gouvernement pendant 1 an et qui fonctionne, c'est parce que c'est des institutions qui sont solides. Alors, il nous faut au Sénégal revenir sur des institutions solides qui ne sont pas simplement, et revoir à tous les niveaux. Quand on dit les institutions, je peux vous en citer 2 qui me tiennent à cœur en ce moment. Je me dis qu'il faudra, on a des problèmes dans la sous-région sur les personnes que nous amenons au pouvoir. Nous les amenons qui? Est-ce que c'est l'individu que nous amenons au pouvoir? Est-ce que c'est avec sa femme? Est-ce que c'est avec ses enfants? Nous avons un pays proche, voisin, la Mauritanie. Le coup d'État qui était arrivé et qui a amené Aziz à la place de Sidi était parti d'une histoire de ça, de la place extrêmement prépondérante que l'épouse de l'ancien chef de l'État avait au niveau de la gestion du palais présidentiel. Et bon, étant des militaires, ils ne l'ont pas accepté. Aujourd'hui, il y a un débat entre dévolution monarchique ou pas monarchique, et j'interpelle aussi tous ces hommes politiques demain, même les épouses des chefs d'État, quelle est leur place dans les institutions de la République? Quelle est leur place dans l'usage qu'ils vont faire des deniers et des biens de la République? Que la plupart des épouses des chefs d'État et leurs fondations, c'est tout à fait normal, mais quand est-ce qu'il y a une séparation entre ces institutions qu'elles mettent en place? Je ne parle pas seulement du Sénégal, je parle des pays africains partout où je circule. Et d'ailleurs, j'avais fait un texte où je disais que nous avons des problèmes, y compris avec nos propres institutions et nos ministères, où j'ai taxé la plupart des ministères des femmes dans les pays de la sous-région, ne sont que les ministres des femmes chargés des questions de femmes, ne sont que des dames de compagnie des épouses des chefs d'État. Donc voilà des questions sur lesquelles, à mon avis, le prochain État, en tout cas la prochaine République que nous allons fonder, doit revenir sur des questions certes beaucoup plus essentielles, mais des questions aussi importantes que celles-là. Il faut une refondation des institutions. Il faut revenir sur les institutions, il faut les redéfinir, il faut revenir sur les mécanismes, il faut revenir sur les règles du jeu. Moi, je ne crois pas aux hommes. Que ce soit vous, moi ou quelqu'un d'autre. Ce sont les hommes qui animent les institutions. Oui, mais je ne crois pas aux hommes parce que l'être humain n'est qu'un être humain par définition. Et n'est qu'un être humain par définition. À partir de ce moment, il faut des règles et des mécanismes clairs sur lesquels les gens pourront être tomber d'accord et qui vont régir la manière dont on va gérer ce pays-là. Mais vous êtes un être humain quand vous êtes un directeur et que tout le monde vous adule. Moi, je me souviens, j'avais une amie qui était ministre dans un pays de la sous-région. Nous étions en train de la critiquer sur sa manière de faire et nous disions, bon, arrêtez. Parce qu'il suffit que je pense vert, que je retrouve 12 fers devant moi. Parce que j'ai tellement de personnes autour de moi qui sont attentifs à mes moindres désirs, à mes moindres aspects et qui anticipent même ce que je veux faire. Donc, je veux dire que oui, nous venons de sociétés tièdes, nous venons de sociétés monarchiques et nous n'avons pas, dans cette trajectoire vers la République, nous n'avons pas encore la claire conscience de ce que c'est qu'un État républicain, je veux dire pour la majorité. Et c'est pourquoi il faut revenir sur les institutions, sur les règles et les mécanismes. Mais ce qui pose problème, c'est moins les textes que la valeur des hommes qui incarnent ces institutions. Les textes sont clairs. Y compris les textes. C'est ça la question. Y compris les textes ou bien le flou qu'il y a sur les textes. Si les textes sont extrêmement clairs, c'est vrai, il y a cette chose-là. Maintenant, si les gens veulent s'asseoir sur les textes, c'est une autre chose. Mais à mon avis, même les règles du jeu sont des règles tout à fait monarchiques en fait. Nous avons des constitutions qui sont taillées à la dimension des personnes dans nos États africains. Et il va falloir revenir là-dessus pour que la constitution ne soit pas simplement quelque chose à la mesure de celui qui doit occuper le prochain fauteuil et qui peut le charcuter à tout moment et revenir là-dessus. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc il nous faut des règles et des mécanismes suffisamment clairs qui en fait lient tout le monde. Et non pas des règles manipulables par chacun à tout moment, parce que c'est les mécanismes qui ne sont pas clairs. Oui. Maintenant, jusqu'où cette tension peut-elle mener? Parce que là, de part et d'autre, on se regarde en chien de faïence, les deux camps se braquent. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être un devin pour savoir jusqu'où ça va mener. Pour savoir qu'on est assis sur des braises ardentes. Et j'en profite pour saluer
quand je venais hier sur la route de Sanar, des femmes m'ont approché dans la voiture pour me dire Madame, il faut que vous parliez parce que nous sommes stressés. Et quand elles parlaient de stress, c'est à la fois politique, social et économique. Mais c'était cette angoisse qu'il y a autour de ces questions, parce que les Sénégalais, dans leur vision aujourd'hui, même s'il y a des troubles, c'est un peuple qui aspire profondément à la paix. Et les gens ont besoin de cet espace d'apaisement, ont besoin que les gens en parlent. Mais je dis une fois de plus ce que je leur ai répondu, ceux qui doivent parler, nous avons suffisamment parlé, mais nous ne sommes pas audibles. Ceux-là qui doivent parler et qui peuvent agir sur la conscience des Sénégalais, peut-être qu'ils parlent, mais ils parlent entre quatre murs, peut-être à ces hommes politiques. C'est les autorités, comme je dis, traditionnelles, religieuses ou morales, ou tout ce que vous voulez. Peut-être qu'ils leur parlent entre quatre murs, mais peut-être qu'il est venu le temps qu'ils leur parlent face aux Sénégalais pour dire voilà ce qu'il faut faire. Donc, à mon avis, nul n'a intérêt à ce que ce pays-là s'embrase. Ce n'est pas possible et on n'en veut pas. Mais il est temps que les gens qui ont la possibilité encore de rattraper les choses, de le faire. Mais cela demandera en tout cas une claire conscience des uns et des autres. Et quand je parlais tout à l'heure de revenir sur les règles sont mauvaises. Pourquoi je dis elles sont mauvaises? Regardez la candidature de Youssou Ndour. Je trouve profondément injuste que des partis politiques qui parfois ne regroupent que 4 ou 5 personnes, parce que les règles de jeu le disent, que ces gens-là puissent porter une candidature, et quelqu'un qui a 10 000 ou plus de 10 000 signatures, peu importe, même quelqu'un qui a 1000 signatures, ne puisse pas accéder, en tout cas, à cette stature-là. C'est injuste. Parce que c'est injuste, parce que c'est les politiques, ce que j'appelle le club des politiques, qui ont verrouillé pour écarter les autres acteurs de la société, parce qu'ils ont voulu en faire, en tout cas... une démocratie exclusive. En tout cas, elle n'est pas inclusive, oui, comme vous dites. Donc, ça a été une décision des politiques de rester entre eux. Alors, une association, un parti politique n'est qu'une association parmi d'autres. Alors, je dis que c'est injuste qu'un petit parti ait pu réussir à porter quelques candidats, je ne vais pas les citer, par des partis qui, en fait, n'ont presque pas de membres, et que quelqu'un qui, lui, a 10 000 signatures, qu'on lui dise que vous ne pouvez pas compétir. C'est ça les règles du jeu sur lesquelles il va falloir revenir parce que bon voilà, ils ont barricadé, ils ont verrouillé pour que ça soit simplement un club de copains qui se débrouille pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc pour sauvegarder la paix, la stabilité de notre pays, laissons les Youssou Ndour et autres se présenter à l'élection. La question pour moi n'est pas de laisser les Youssou Ndour ou autres. Je ne fais pas de focalisation. Il y a des critères et des règles qui le feront. Mais je dis que sur ces critères-là, parti politique, candidature indépendante, il y a un problème et que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on permette à des partis, comme on les appelle, cabines téléphoniques, de pouvoir présenter des candidats, et d'autres qui ont une base sociale beaucoup plus élargie, on leur dise non, parce que simplement vous n'avez pas déposé un récépissé de parti politique. Voilà. 14 candidats ont été reçus par le Conseil constitutionnel. Parmi ces candidatures figurent les noms de 2 femmes. Oui. Il s'agit de Diouma Dieng Diakhaté et de Amsatou Sow Sidibé. Que pensez-vous de ces candidatures féminines? Une première dans l'histoire politique du Sénégal. Une première liée à quoi? Je ne dirais pas une faute. Liée à encore une injustice. Parce que notre histoire sociale n'a jamais exclu les femmes de l'espace politique. Et nous les avons connues à travers tous les royaumes que nous avions. Elles avaient des places. Même si c'est avec Ndiambet et Ndaté qu'on arrive à ce parachèvement du processus d'accession au pouvoir par les femmes qui finissent par contrôler le royaume, parce que je rappelle tout le temps, on va me dire encore que j'en parle tout le temps, mais c'est l'exemple que je connais, la première force de résistance que le pouvoir colonial a eu à affronter, c'est-à-dire Faidherbe, c'était une femme qui était à la tête de cette armée, et c'était Ndaté Yall. Alors, donc, c'est le modèle colonial qui a exclu les femmes en décidant qu'elles ne sont ni électrices ni éligibles. Parce que la France était très en retard par rapport à nos pratiques politiques. Et donc c'est heureux aujourd'hui qu'on ait 2 femmes qui arrivent à briguer la magistrature, et j'espère qu'elles ne démériteront pas vis-à-vis des autres. Et j'en profite pour quand même dire quelque chose qui m'a profondément choquée. Quand j'ai vu dans les médias invoquer un passé soi-disant carcéral
de Diomaye Diakhaté, et même si ça n'était un. À partir du moment où la Cour constitutionnelle a accepté sa candidature, le Conseil constitutionnel, c'est que elle est éligible. Elle peut être candidatée. Or, là où je trouve pas juste, c'est que pourtant, il y a des hommes qui ont eu aussi un passé carcéral. Parce que ce n'est pas que ce soit le président de la République, que ce soit aujourd'hui Idrissa Seck, c'est des gens qui sont passés par la prison. Donc, sortir de ce lot de personnes, de candidates, une personne pour simplement l'atteindre par rapport à cette question-là, je trouve ça extrêmement moche. Elle est combattue parce que c'est une femme. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous voulons simplement attirer l'attention qu'il ne faudrait pas, et c'est là, le caucus va y veiller. Il ne sera pas question que ces deux femmes-là qui sont dans la course électorale, que les gens les attaquent simplement sur leur féminité parce que c'est des femmes. Qu'on les attaque sur le contenu de leur programme, qu'on leur attaque sur ce qu'elles font comme ambition politique, nous sommes d'accord, mais nous n'accepterons pas qu'on les attaque simplement parce qu'elles sont femmes. Et c'est ça qui est inacceptable. Et là, j'espère que les médias aussi feront attention pour ne pas relayer toutes les insanités que les gens sortent. Et je rappelle quelque chose d'intéressant que nous avons réussi à faire dans le caucus des femmes leaders pour la parité. Nous avons fait signer ce que nous appelons le pagne du serment, que nous avons fait signer à travers toutes les régions où nous sommes allés. Et ce pagne de serment a été motivé, en tout cas l'idée est venue de la déclaration d'un des membres qui était Awa Diop, président du Parti démocratique sénégalais, qui a dit « Personne ne m'entendra dire du mal d'une autre femme en politique simplement pour faire plaisir aux dirigeants hommes ». Et nous avons voulu, de cette déclaration de Awa Diop, en faire le serment des femmes qui vont entrer en politique, et nous allons continuer à en parler, en faisant en sorte que ces femmes-là fassent attention, mais en demandant aussi à la presse de ne pas relayer des insanités qui n'ont rien à voir, qui en fait ne permettent pas d'aller vers une analyse, en tout cas un débat constructif, mais qui servent tout simplement à neutraliser les femmes, à les culpabiliser, et ça, ce serait inacceptable. Aujourd'hui, pensez-vous que le fruit est mûr, que les Sénégalais sont prêts aujourd'hui à élire une femme à la présidence de la République? Mais vous ne devez pas me poser cette question. C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Oui. Je viens de vous dire que quand le pouvoir colonial nous a affrontés pour la première fois, c'est une femme qui était à la tête du royaume du Wallo. Donc, me dire qu'une femme ne peut pas accéder à la présidence, c'est un discours, à mon avis, d'arrière-garde aujourd'hui. D'autant plus qu'en Afrique et dans le monde, les auteurs l'ont dit, ce millénaire-là sera le millénaire des femmes. Et d'ailleurs, les Sénégalais, s'ils étaient un peu plus structurés, essaieraient des femmes. Puisque les hommes nous ont mis dans cette galère impossible, c'est peut-être le moment de voir est-ce qu'il n'est pas possible de faire... L'heure des femmes a sonné. Non, ce n'est pas que l'heure des femmes a sonné. Je veux dire simplement que de ces millénaires-là, toutes les formes de culpabilisation des femmes seront aujourd'hui dépassées et qu'ils pourront affronter la situation en toute liberté, en toute responsabilité. Évidemment, il ne s'agit pas d'élire une femme parce que c'est une femme, ce n'est pas ça notre propos. Mais c'est dire simplement que les femmes doivent avoir les chances autant que les hommes. En tout cas, dans cette bataille, ou cette course, ça ne devrait pas être une bataille. Parce qu'en réalité, ça devrait même être un sacerdoce. Parce que diriger un pays, qu'est-ce qu'en dit la religion? Demain, on vous demandera comment vous avez fait pour être à la tête de la charge que vous aviez avec vous. Et c'est une question qu'un Mauritanien, un ami mauritanien, je lui ai demandé pourquoi il n'était pas candidat. Et profondément religieux, il me dit non. Parce que demain, Dieu me demandera des comptes de comment, en tant que berger, j'ai conduit mon peuple. Et bon, voilà, c'est-à-dire il faut revenir à des questions de valeurs, y compris religieuses, à une question d'éthique et de morale, et à une question d'abnégation, pour pouvoir dire « je le fais pour mon peuple ». Et ne pas dire « je veux être là pour simplement être le premier, pour simplement profiter des richesses de l'ensemble des contribuables ». Donc ce sont ces questions de fond sur lesquelles nous devons arriver. C'est pourquoi moi je suis pour que si on désigne un leader, on ne doit pas le désigner uniquement sur son programme, le document. Parce que dans notre culture, parce que lui-même, il est un programme. C'est-à-dire il y a toute son histoire, il y a sa pratique et il y a sa manière de faire
qui font qu'ils méritent d'être à la tête des autres ou pas. Donc nous ne devons pas simplement nous contenter d'un document de papier pour dire que c'est ça le programme de l'individu, mais la pratique sociale quotidienne et l'histoire de l'individu doit aussi entrer en jeu pour savoir si cette personne-là mérite en tout cas de conduire notre nation ou pas. Vous, personnellement, allez-vous soutenir une candidature féminine? Mon problème n'est pas de soutenir une candidature féminine ou masculine. Je peux avoir un homme qui est plus à même de porter le projet de société que je veux pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et avoir une femme qui est totalement rétrograde. Donc la question n'est pas une question de sexe, c'est une question de quel est le contenu du programme sur lequel les gens doivent venir travailler. Oui, 2 femmes candidates à la présidentielle. Alors, la loi sur la parité votée en mai 2010 est-elle en train de porter ses fruits? Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un combat que nous avions mené, parce qu'à l'époque, nous avions peur que ce qui s'était passé dans le pays voisin au Mali. Les femmes ont travaillé sur le code de la famille. Mais à un moment donné, d'autres forces se sont levées pour occuper le stade avec 50 000 personnes et ont fait reculer le président de la République. Il ne fallait pas que cela arrive au Sénégal. C'est la raison pour laquelle les femmes se sont regroupées pour apporter leur soutien au président de la République sur cette question-là. Parce que là, il faudra toujours, je pense que toutes les femmes du caucus saluent cet acte qui a été posé par le président de la République pour nous amener à un objectif qui fait partie de notre projet de société. Le texte a été voté par l'Assemblée nationale, promulgué le 28 mai 2010. Le décret d'application est sorti au mois de juin 2011 et le code électoral a été révisé en prenant en compte la loi. Donc, aux prochaines élections législatives, je l'espère, le visage du Sénégal va profondément changer. Oui, ces femmes, quelle place occupent-elles dans les différents programmes des candidats? Bon, on ne sait pas pour le moment quelle sont la place qu'ils vont occuper dans les programmes des candidats. Nous, pour notre part, le caucus, nous avons fait un travail qu'on appelle, c'est nos indicateurs dans tous les secteurs, qui est en cours d'édition et que nous allons remettre à l'ensemble des chefs de parti, en tout cas des candidats à la présidentielle, pour qu'ils puissent, dans leur démarche, le fonder de manière rationnelle, pour voir où sont les gaps, où sont réellement les problèmes, à la fois au niveau national, mais au niveau de chaque région, mais permettre aussi aux populations de les interpeller avec une connaissance de leur pays. Parce qu'en réalité, le problème des femmes n'est pas en dehors des questions de développement global de la société sénégalaise. Donc, il ne s'agit pas de prendre les femmes simplement comme des gens à part pour leur donner un peu de programmes sociaux. Notre vision, c'est de voir comment les femmes constituant la moitié des ressources humaines de ce pays peuvent, si on résout les problèmes des inégalités, contribuer davantage au projet de développement économique et social auquel nous aspirons. Parce que nous ne pourrons pas atteindre la croissance à 2 chiffres si ces ressources humaines-là n'ont pas les qualifications requises, n'ont pas les compétences et ne donnent pas la pleine mesure de leur talent pour participer à la production, à la croissance de ce pays. Donc c'est en fait ça notre perspective. Et à partir de ce moment, ce projet-là, ce n'est pas forcément le sexe masculin ou le sexe féminin, c'est quelqu'un qui a une vision et un projet de société qui renvoie à ce que nous voulons, qui peut en tout cas accompagner ce processus-là. C'est cette personne-là qui nous intéresse. Mais ce n'est pas le sexe de la personne, importe peu pour nous. Oui, vous revenez d'une tournée dans la région de Saint-Louis, vous faisiez du terrain comme vous le dites, mais avez-vous senti les hommes politiques sur le terrain à quelques semaines de la présidentielle? Bon, là je ne voudrais pas dire en toute objectivité ce que j'ai observé sur le terrain. La seule chose que je dis, selon les localités où je vais, parce que j'ai des amis, quels que soient les partis politiques, j'ai des amis et je les appelle. Quand je vois que dans certaines localités, certains ne sont pas présents, je le dis, mais en tout cas, dans cette localité, personne ne vous sent. Grouillez-vous. Ou quand je vois d'autres qui font des choses, bon, ça dépend. Donc, ce que je pourrais dire de manière globale, en tout cas en direction de toute l'opposition en général, c'est que la bataille n'est pas seulement Dakar. Et je pense qu'il faut occuper le terrain. Mais occuper le terrain, ça se fait avec le temps. Ça se fait avec le temps parce que nous avons fait des études, pas simplement au Sénégal et au Niger, où les femmes et les populations ont été corrompues avec des cuisses de poulet, des ailes de je ne sais quoi.
Et quand la société civile est venue les conscientiser, ils ont dit d'accord, nous sommes d'accord avec vous, nous avons pris comme bonne note, la prochaine fois nous saurons comment agir, mais des gens sont déjà passés et nous leur avons donné notre parole. Dans le monde rural, il y a encore des communautés qui croient beaucoup à la parole donnée. Donc c'est juste pour dire que oui, il ne faut pas oublier que la bataille, ce n'est pas simplement Dakar. Dakar, c'est 2 600 000 habitants, avec les dernières statistiques. Mais il y a les autres régions aussi. Certaines, c'est vrai, quand on voit en termes de régions, les démographies ne sont pas les mêmes. Mais il me semble qu'il faut mener la bataille, quel que soit l'espace où on est, même si c'est un village, au plus profond des hameaux, il faut que les gens y aillent. Et c'est pour revenir encore à cette question, quand je parle de l'opposition, ça je le dis, c'est une consultation gratuite. C'était là la question, vous vous adressez à l'opposition et cela veut dire que c'est le pouvoir qui est sur le terrain. C'est une consultation gratuite que je suis en train de faire. Je ne dirai pas si c'est le pouvoir qui est sur le terrain. Vous ne pourrez pas m'en faire dire de plus que ce que je viens de dire. Je dis simplement que la bataille se gagne aussi dans le monde rural et il faut que les gens soient dans le monde rural plus présents, plus profondément. Oui, maintenant avec cette tension ici au Sénégal, votre crainte pour la présidentielle du 26 février? Le 26 février, moi je suis très optimiste en me disant que il y aura... c'est vrai, c'est pas que je crois au miracle, mais je me dis qu'on est un peuple avec un bon sens. Le bon sens existe. Et je me dis peut-être que le président de la République, en toute responsabilité, puisque peut-être que c'est lui qui peut décanter cette situation, par miracle, pour prendre une décision. Moi, j'ai rêvé de voir le président Abdoulaye Wade, à sa retraite, nous offrir un espace de rencontre et de dialogue avec lui. Parce que comme intellectuel, il est fascinant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je lui avais offert ce livre-là, qui s'appelle « L'approche dans le temps du monde ». C'est un livre du professeur Djibril Samb. Pourquoi je lui ai offert? Parce que Djibril Samb a accepté de faire une dédicace sur cet ouvrage, parce que c'était au moment où on votait la loi sur la parité, et il nous a dit que c'est la chose la plus importante qui soit arrivée, parce que c'est une loi civilisatrice par excellence. Et quand sorti de la bouche d'un professeur Djibril Samb, moi ça me donnait, parce que pour qui connaît la profondeur de la pensée de ce philosophe et la rigueur dans son analyse, moi c'était pour moi comme un quitus, et ça m'a donné des ailes pour continuer à faire ce que j'ai fait au sein de ce caucus-là, parce que j'avais la validation d'une idée ou d'une intuition par un homme remarquable. Et je lui ai offert cet ouvrage-là. Je ne sais pas, je pense qu'il ne l'a pas lu. Mais je crois que tous les hommes... Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne l'a pas lu? Tous les hommes politiques, parce que s'il l'avait lu, il m'aurait appelé pour qu'on en discute. Parce que tous les hommes politiques, j'espère, qui comptent gouverner ce pays demain, devraient lire cet ouvrage de Djibril Samb. Parce qu'il pose un problème qui date du XIIIe siècle dans l'empire du Ghana, la situation d'un roi du Ghana, le roi Bassi, et ce qu'il est en train d'écrire au XIIe siècle est totalement conforme avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je pense, je ne lui fais pas de la publicité, je crois que tous les hommes qui veulent diriger ce pays devraient lire cet ouvrage-là. Les faits remontent du XIIe siècle, nous sommes au XXIe siècle, et cela veut dire que le Sénégal a reculé d'une dizaine de siècles. Il faut acheter l'ouvrage et vous le lirez et vous saurez de quoi on est en train de parler. Seul Wade donc peut sauver le Sénégal du chaos? Non, il n'est pas le seul, mais je pense qu'il peut avoir, il le peut. La décision dépend de lui. Par exemple, il peut trouver les moyens, il ne sera pas le seul parce qu'il n'est pas le seul acteur. Mais je pense que sa décision peut être prépondérante. Je disais que tout au début qu'il a embarqué les Sénégalais dans une formidable aventure des années 80 et jusqu'aux années 90. Et l'avènement de 2000, ça a été toute une construction du mental des Sénégalais et qui sont allés avec lui, avec beaucoup d'espérance. Plus que de l'espoir, c'était de l'espérance. Et ils avaient foi en lui. Aujourd'hui, les Sénégalais espéraient que de la même manière que l'aventure a été belle, l'envolée a été belle, nous avons ouvert ce millénaire dans une situation tellement radieuse par rapport à notre moi intérieur, à nous-mêmes. Tous les Sénégalais étaient fiers de l'être, mais par rapport à la perception qu'on avait de nous, de l'extérieur. Et nous espérions
que cette aventure-là se terminerait aussi en beauté. C'est pourquoi on peut comprendre pourquoi des gens peuvent se sentir très mal aujourd'hui avec ce qui se passe en ce moment. Mais en croyant, nous ne désespérons pas parce que nous pensons que nous avons des hommes qui ont de bon sens et que peut-être ce qui est en train de se dessiner, il y aura un éclairci. Et c'est ça, hein, ce qu'il nous reste. C'est pas que seule la prière pourra nous en sortir, mais je pense qu'il y a des hommes intelligents et je crois à l'intelligence humaine. Et je me dis que peut-être que c'est un rêve. D'ici quelques jours, peut-être que nous aurons une autre situation. En tout cas, c'est seulement pour vous dire que c'est très complexe pour pouvoir aujourd'hui faire un pronostic et faire un diagnostic de ce qui va advenir. En attendant que ce rêve se réalise, certains pensent qu'il faille aujourd'hui repousser les élections en 2014, le temps de recoller les morceaux, d'attendrir les cœurs. Vous, c'est votre avis? Non, ce n'est pas mon avis. Et je pense que ça aussi, on en avait discuté une fois ici dans cette même salle. À l'époque, c'était Maître Sey qui était ici et qui avait posé cette question. Ce qui importe le plus, c'est le consensus. Mais en même temps, je dis, nous sommes une jeune nation, la construction d'une démocratie. Si à chaque fois, il nous faut retourner et faire tabula rasa de tous les avancées et les acquis que nous avions, ce n'est pas bon aussi. Ce qui est bon, c'est qu'on a des règles, on a des textes, il faut les respecter. Toute la question aujourd'hui maintenant est de savoir est-ce qu'il y a eu un respect ou pas. C'est ça le débat entre juristes ou entre spécialistes. Donc on pense qu'on n'a pas respecté les textes tels qu'ils ont écrits, d'autres disent non. Et à partir de ce moment, moi je pense qu'il peut y avoir la grandeur quelque part, la lucidité, mais aussi le profond amour du Sénégal pour pousser le président Abdoulaye Wade à avoir une autre attitude. Une autre attitude, se retirer. C'est possible. Vous lui aurez conseillé de le faire? Je n'ai pas à lui conseiller. Moi, je réfléchis, comme je dis, moi je suis dans une posture de sociologue critique pour avancer, mais aussi pour fournir des hypothèses. Moi, mes hypothèses, je les avais fournies, j'ai dit, il y a 3 ans. C'était de faire le dialogue pour savoir quelle est la sortie honorable qu'on pouvait faire à un chef d'État qui a énormément donné, qui a permis des avancées extraordinaires pour notre démocratie. Mais il fallait aussi des hommes de l'opposition capables aussi de réfléchir en ces termes pour pouvoir tendre la main. Ce n'était pas simplement pour moi du côté du chef de l'État. Les autres aussi peuvent lui tendre la main dans un grand élan de consensus. Mais là, c'est là où maintenant on devrait en parler. Tout à l'heure, on parle de mutualiser. J'ai entendu le conseil de mutualiser nos efforts pour gérer la suite de ce dossier. La mutualisation aurait dû se faire en amont et pas en aval. C'est-à-dire? Si c'est et peut-être c'est pas trop tard. Si c'est les gens, c'est l'amour profond de ce pays qui est le mobile de tous les actes que les uns et les autres sont en train de poser, ils peuvent encore dans un dernier sursaut ne choisir qu'un seul candidat et que les autres se retirent au profit d'un seul candidat. Et en ce moment-là, ça éclaircirait davantage le jeu. Je ne pense pas que si jamais la Cour constitutionnelle, ou je ne sais pas comment, la situation n'évolue pas et qu'il faille aller aux élections dans ces conditions-là, il reste encore un dernier sursaut aux hommes politiques de l'opposition, si c'est telle est leur conviction d'aller vers cette transformation qu'ils attendent, c'est de se désister au profit de l'un d'entre eux. En ce moment-là, nous aurions seulement 2 camps en face et la lecture serait beaucoup plus facile. Donc, le Benno reste toujours possible pour l'opposition. Mais le Benno, au-delà même du Benno tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire que toute l'opposition, y compris ceux qui n'étaient pas dans Benno, si vraiment c'est l'amour du pays qui les guide, doivent être capables de choisir parmi eux et de trouver, ou peut-être d'autres personnes parmi eux, celui qui est capable de porter la candidature de l'ensemble.
des partis de l'opposition. Oui, professeur Fatou Sow Sarr, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice du laboratoire genre de l'IFAN et coordonnatrice du Focus des femmes du Focus, voilà. Caucus, excusez-moi, du Caucus des femmes leaders pour la parité. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.